Alors bonjour et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 2. Aujourd'hui, le thème, c'est la précarité. Mais avant de commencer le podcast, j'aimerais faire des petites annonces. Je me suis fait demander c'est qui a fait le merveilleux jingle du podcast de très grosse qualité. Bien, en partie, c'est moi au ukulélé, mais j'ai été appuyé grandement par mon ami Robin Girard, qui est un compositeur, interprète, musicien, qui fait de la musique de films, de séries télé, toutes sortes d'affaires à Montréal. Fait que j'ai fait une grosse publicité avec des gros yeux, les mains dans les airs comme ça, pour dire allez voir son Facebook Robin Girard Musique. Vous pouvez aussi écrire un courriel à Robin Girard Musique. Je vais mettre le lien tout à l'heure dans la description. Vous pourrez aller voir ça. Donc, Robin Girard Musique fait de la très bonne musique. Yeah! Deuxième chose, je voulais souligner notre commanditaire de la semaine. Ils ne le savent pas encore, mais c'est notre commanditaire de la semaine, le Café Maréwa à Saint-Hyacinthe. Donc, Café Maréwa, Maréwa Café, très, très bon café, café colombien, super, super bon. On fait que boire ça, les profs, à l'école. Donc, Café Maréwa tient les enseignants en éveil. Et voilà, donc la publicité est faite. Donc, ça rapporte absolument pas d'argent, mais j'espère me têter au moins un sac avec ça. Cette semaine, pour le podcast en lien avec la précarité, je reçois mon fidèle collaborateur, Laurent Constantin. Bonjour! Donc, vous l'avez sûrement reconnu avec sa voix très grave de la semaine dernière. Et je reçois une invitée spéciale cette semaine, une enseignante que j'admire, qui est très, très bonne. Puis là, je suis presque policheux. Kathleen Tremblay. Il m'admire, mais c'est pas mon nom, mais ça va aller. Bonjour! Salut, ça va? Oui. Tu stressé? Un petit peu. Ouais, c'est une première expérience. C'est notre deuxième. On n'a pas plus d'expérience en On podcast. est réchauffé là, après un épisode. Le deuxième, on est déjà des professionnels de la balado-diffusion. Oui, podcast, balado. Bon, je t'avais j'ai une prof de français à côté de moi. On va y aller pour balado. Ouais, OK. Les balados de Radio-Canada. Bon. Donc, cette semaine, on va parler de précarité, un sujet très gros, très complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Puis je crois même qu'on va faire plusieurs podcasts là-dessus parce que ça touche beaucoup d'enseignants à la précarité. Ouais. Puis, Laurent, tantôt, tu vas nous parler des statistiques. Mais avant, j'aimerais ça savoir... C'est quoi votre première expérience, en fait, votre premier contrat que vous avez eu en enseignement? Parce que quand on commence l'enseignement, c'est la précarité, puis souvent on entend ça, les enseignants précaires, blablabla. On s'est gédroyé dans un article, puis après ça, la précarité, mais ça commence bien quelque part, la précarité. Donc, votre premier contrat, Kathleen, je sais pas si tu veux... Moi, j'ai un parcours qui est assez long avant de me rendre à la précarité en tant que telle parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé à enseigner à Montréal. Ma première année, c'était dans une école privée non subventionnée. Je parlais de ça ce midi, justement, puis je disais mes payes à ce moment-là dans une école privée non subventionnée, mais c'était avant le bug de l'an 2000, là, ça fait longtemps. Je gagnais 636 $ clair aux 2 semaines. J'aurais pu travailler chez McDonald's puis faire la même chose. Mais j'enseignais, j'étais contente. L'année suivante, j'étais à 50% dans une école publique. Je gagnais beaucoup plus, je faisais des suppléances. C'est la précarité. L'année d'ensuite, on m'a offert de l'économie familiale parce que je suis un professeur de français, donc on sait que je sais tricoter. Et ensuite de ça, la vie m'a amené à Granby où j'ai enseigné 3 ans dans une école privée pour enfin arriver à l'école Sacré-Cœur, l'école secondaire Sacré-Cœur qui est maintenant l'école de la Haute-Ville et commencer mon parcours... dans le dédale de la précarité. On était en 2005-2006. OK. Fait que ça a pris du temps avant de commencer vraiment... Oui. En 2005-2006, c'était mon premier contrat dans la commission scolaire. OK. Laurent, toi, on va le rappeler, ça fait 5 ans cette année qu'on c'est ma 5e année d'enseignement déjà. Je peux parler de comme mes 2 premières années d'enseignant. La première, c'était à Trois-Rivières, où c'était une année désastreuse. Surtout, il y a 180 jours d'école dans une année. J'en ai travaillé peut-être l'équivalent de 40-50 en se levant tous les matins. On va parler de suppléance plus tard, mais juste, à un moment donné, pendant l'année scolaire, je me dis, il y a un prof qui est à 100%, qui tombe malade, donc j'imagine que ça va me revenir à moi. Je suis le suppléant numéro 1 de l'école. Oui, j'étais le suppléant numéro 1 de l'école et j'ai travaillé seulement 40 jours dans l'année, là, parce qu'il y avait plein d'enseignants qui étaient 40% de tâches, 60% de tâches. Et non,
Le contrat est allé à la personne qui avait 35 ans, qui est enseignante depuis 10 ans, et voilà, qui avait seulement un 10 pourcentage depuis le tout début de l'année. Okay. Mais mon tout premier contrat que j'ai eu finalement, là, que j'ai enfin obtenu, je faisais de la soutenance dans une école. C'était une école qui était assez grande, donc environ 2500 élèves. Ils disaient, bien, on a beaucoup de besoins en suppléance. Donc, présentez-vous à 7h15 le matin et si vous êtes là, vous êtes les premiers à choisir la suppléance. Et à un moment donné, j'arrive en retard parce que bon, il y a du trafic dans ce coin-là. Et on me dit, Laurent, en viens-t'en tout de suite. Tu as un contrat là, le prof est malade pour le prochain mois, c'est à toi que ça s'en vient. Je fais, OK, d'accord, j'arrive. Et bien, tu arrives le matin même dans une classe, des jeunes que tu ne connais pas et tu ne sais pas non plus, les jeunes sont rendus où, tu n'as pas de planification. Fait que tu passes les 3 premiers jours de ton contrat à faire ben, bonjour, moi c'est Laurent et vous êtes rendu dans votre matière parce que voilà, faut continuer. The show must go on. Si je peux ajouter là-dessus, Oui. La deuxième année, quand je suis entrée au public, j'étais allée porter mon curriculum vitae dans une école et c'était écrit langue parlée, français, anglais, base d'espagnol. OK. Et on m'a engagée pour que j'enseigne l'espagnol. On m'a donné un contrat à 4 périodes qui s'est complété après avec un groupe de français. Mais j'ai enseigné l'espagnol. L'année d'après, ils voulaient me faire enseigner le tricot. Je l'aurais fait si j'avais pas eu d'autres choses en cours de route. Parlais-tu l'espagnol? Je parlais l'espagnol un poquito. Tricotais-tu? Non, ça je ne tricote pas. Pas du tout. En espagnol, No. tricoter en espagnol, c'est ça d'affaire. Et toi, Marc, ton premier contrat? Ben, moi, mon premier contrat, c'était assez hallucinant. Je venais de quitter l'université en avril-mai. Et début septembre, bon, je m'étais trouvé un petit emploi durant l'été pour subvenir à mes besoins pour continuer à vivre. Hein, j'ai faim à un moment donné. Fait que je trouve une job, puis le début de l'année arrive, je vais porter des CV à gauche, à droite, REHA, je vais reporter des CV. Puis finalement, au mois de novembre, début novembre, même pas, fin octobre de 2014, je reçois un téléphone un vendredi soir d'une direction qui me dit on aimerait ça te rencontrer, on aurait peut-être de quoi pour toi. Présente-toi lundi à telle heure. Bon, je me présente à 9h, je sais pas, 9h30 au bureau de la direction. Et là, la direction arrive à 10h15, fait que ça fait 45 minutes que j'attends. Mais j'aveux la job, hein, peu importe c'est quoi. Puis elle me dit oui, bon, viens-t'en ici, assieds-toi. Oui, la job. Ah non, c'est vrai. Parle-moi de toi, s'il te plaît. Ah, ben, moi, tu sais, j'explique mon parcours. OK, bon, mais la job, c'est un contrat à 100% pour l'année scolaire, remplacement d'une personne en congé de maladie, en éthique, culture religieuse. OK. C'est un 100%. OK. T'as 20 groupes. Ah! Un calcul rapide, c'est pas loin de 600 élèves, ça. 20 groupes, j'ai 20 locaux différents et pour comble de malheur, j'ai 20 clés différentes. C'est un super beau contrat. J'ai appris plein de choses dans cette année-là. J'ai fait du FPS, de l'éthique de 5, j'ai fait de l'éthique de 2 et de 1 parce que dans cette école-là, avant qu'ils changent la grille matière, c'était un cours par 9 jours pour secondaire 1, secondaire 2 en éthique, puis secondaire 5, c'était un cours aussi. Finalement, c'était juste FPS que j'avais 4 périodes. Comment créer un lien solide avec tes élèves? Je me souviens, dans la semaine qui a suivi, ou la semaine et demie qui a suivi mon entrée, c'était les bulletins. J'avais même pas vu encore la moitié de mes élèves. Les parents venaient me parler. Ben, je connais pas votre enfant, je l'ai pas rencontré encore. Je suis content de vous voir. Là. Ça a été une belle expérience pour commencer. Puis évidemment, j'ai lâché la job dans les mois qui ont suivi, la job de fin de semaine. Puis on va en parler. Oui. C'est le prochain segment, là. La petite job de fin de semaine, puis même de soir, parce que là, ça n'avait pas d'allure, 600 élèves. Là, c'est en plein, hein? C'est ça suit jusque chez vous. Oui. Mais oui, des jobs. Est-ce que vous avez continué longtemps à avoir une job après l'université, temps partiel, week-end, le soir, Kathleen? Moi, j'ai été extrêmement chanceuse parce que même si j'ai été précaire très, très longtemps, je n'ai jamais eu d'année où j'étais en bas de... Bien, l'année à 50%, c'était mon plus petit pourcentage à vie. Puis, il était comblé. J'étais la seule professeure à temps partiel dans l'école. Donc, toutes les suppléances me revenaient. Je travaillais presque à 110%. Donc, j'ai jamais eu besoin d'avoir un deuxième emploi. J'ai donné des cours privés, mais pas assez pour que ça me fasse vraiment un petit pactole après.
Donc, non, moi, j'ai vraiment été chanceuse. Même dans les creux de vague, j'étais assez bien placée sur les listes de priorité pour avoir un bon pourcentage de tâches. Donc, je vais toucher du faux bois. J'ai été chanceuse. Moi, jusqu'à en fait cet été, j'ai eu un emploi à temps partiel, là, pas nécessairement pendant les périodes de contrat, mais ce qui est compliqué, en fait, c'est de se trouver un emploi qui est seulement le soir, seulement les fins de semaine, d'avoir un employeur qui accepte que ton horaire, tes disponibilités peuvent changer selon le fait que je suis rendu avec un contrat, j'ai plus de temps, fait que bye bye, j'ai plus d'heures. Donc, c'était un emploi surnuméraire, je travaillais dans une salle de spectacle, donc nécessairement, c'est tout le temps les soirs, mais un revenu d'appoint, vraiment, ça n'aurait pas pu être un revenu principal. Ou travailler dans un petit musée durant l'été, mais encore là, il faut trouver un emploi qui va être saisonnier, pas trop d'heures parce qu'on ne veut pas se brûler, parce qu'on a quand même travaillé toute l'année et on veut quand même profiter de l'été et surtout on veut pouvoir revenir l'été d'après. Donc, on ne veut pas être occupé. Donc oui, l'emploi il est nécessaire parce que surtout quand tu commences ta première année en enseignement, ça va être voir le prochain sujet. Tu n'as pas eu droit au chômage. Tu sors de l'université, l'automne, l'automne, il n'y a pas de suppléance nécessairement pour toi, il n'y a pas d'emploi vraiment pour toi, donc tu n'as pas le choix de continuer l'emploi que tu avais durant l'été avant ta première rentrée scolaire. Voilà. Ouais, moi, comme j'ai dit, là, c'était très intense ma première année, puis je vendais des téléphones cellulaires à l'époque, puis je voyais à un moment donné, en plus des heures pas possibles, là, je faisais, je sais pas, 80 heures semaine à un moment donné. Ça n'avait juste pas de sens, ça. Avec la correction, tout ça, j'étais en train de péter aux frettes déjà là. Mais c'était... à un moment donné, je me rends compte que c'est des élèves que j'ai qui veulent venir acheter des cellulaires, puis un malaise profond, t'es pas bien, tu veux pas vendre de téléphone à tes élèves, puis déjà, j'avais déjà une contrainte morale à vendre un téléphone cellulaire à quelqu'un qui est en bas de 18 ans, élève, pas élève. Là. Donc, pour moi, ça a été très rapide de demander mon choix. C'est bon, là, ma santé, les contraintes éthiques. Je vais lâcher la job, puis j'aimais mieux avoir moins d'argent, finalement, puis profiter de ma vraie job que... De se consacrer à ta carrière. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, dès le début, je veux pas, il faut que tu payes ton loyer. Puis, tu sais, souvent, on peut en parler, là, mais la précarité, au départ, tu vas pas nécessairement travailler dans la ville que tu es né. Tu vas pas forcément travailler dans la ville que tu as étudié. Puis souvent, les villes, c'est où est-ce que des universités, la job, elle n'existe pas, là, on va se le dire. Sherbrooke, là, il me semble qu'à ma connaissance, c'est impossible de travailler là. Non, puis c'est ça, en même temps aussi, moi, je travaillais sur la Rive-Sud de Montréal avec beaucoup de gens qui venaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je leur dis pourquoi vous êtes autant du Lac-Saint-Jean à Boucherville. Puis la réponse, c'était tout simplement parce qu'il n'y a pas de job au Lac-Saint-Jean. Et il dit je suis la seule personne qui reste encore en enseignement, tout simplement parce que j'ai décidé de déménager de ma région. Okay. C'est un fait. Moi, j'ai fini mon bac à Chicoutimi en avril et d'avril à la fin du mois de juin, j'ai fait 3 périodes de suppléance. C'est tout. J'avais mon bac en poche, j'avais mon permis, j'avais mon brevet, tout ça. Puis 3 périodes. C'est parce que je peux rien payer avec ça. Mais il aurait fallu que il y a beaucoup de connexions là-bas. Je veux pas dire que c'est de la magouille, mais... Non, mais tu connais la secrétaire. Il faut connaître quelqu'un, il faut avoir quelqu'un dans sa famille. Puis moi, j'avais pas ça. Alors, je suis partie. De Saint-Profond des Creux jusqu'à Montréal. Avec mon là, puis mes bagages. Fait que, tout ça pour dire qu'il faut que tu trouves une nouvelle endroit où vivre, un appartement, tu sais. C'est aussi que, justement, t'es précaire, donc ton salaire est moindre. Parce que tu dis, t'es payé à la suppléance, ces choses-là, mais des fois, les dépenses sont plus élevées parce que, ton appartement n'est pas nécessairement là où tu es habitué d'être. Donc, tu quittes des fois chez tes parents, peu importe, un nouveau milieu. Il faut que tu t'achètes une nouvelle voiture parce que, ça se peut que tu n'es pas à l'université, là où tu peux te rendre à pied, si on peut dire, à l'école. Tu vas être appelé à faire de la suppléance des fois à une demi-heure, 45 minutes de chez toi. Donc, tu ne peux pas prendre le transport en commun tous les matins. Donc, il y a des dépenses. Commencer une carrière en enseignement, là. Vous souvenez-vous de votre première suppléance à vie, la première fois qu'on vous a appelé? Oui. On remonte dans les années. Ça fait longtemps. Là, le bug de l'an 2000 était passé.
J'étais à Montréal et on m'avait offert le contrat en espagnol et je dis oui, merci, gracias, pis tout. Puis là, on me dit, il y a une suppléance à faire en français. C'est un groupe d'élèves doubleurs. Ils sont assez difficiles. Et là, d'ailleurs, ce groupe-là, on prévoit le séparer en deux pour faire deux groupes, puis tu pourrais avoir une des deux moitiés quand ce sera fait. Alors, on est vendredi, 3e période, j'entre dans cette classe-là et je les entends, ils savent qu'ils vont être séparés. Et là, on va la faire chier, la madame qui va être là. Puis là, on va y mettre ça dur, elle comprendra pas ce qui se passe. Et pendant la période, il y a un élève qui a mis le feu dans son bureau. Ben oui. Alors là, j'appelle la direction, on sort 3 élèves, là on éteint le feu dans le désordre, bien sûr, on est en premier. C'est pas métaphorique éteindre le feu, là. Et moi, je sais que lundi prochain, c'est moi qui vais avoir la moitié de ces élèves-là. Quand je suis arrivée le lundi d'après, j'avais un extincteur sur mon petit chariot. Je m'en venais, j'étais prête. Mais ça a été vraiment... Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était à Montréal. J'ai fait mes 3 suppléances au Lac-Saint-Jean, je les raconterai pas, je m'en rappelle plus. OK, genre, bienvenue dans le milieu de l'éducation, Ouais. madame. Tu vas devenir pompière, finalement. Toi, Laurent, tu t'en souviens-tu? Sérieusement, non, mais tu sais, je me rappelle des fois des premières fois dans des écoles où tu arrives et tu as de l'expérience d'une suppléance dans une autre école. Puis tu fais une nouvelle première suppléance dans une nouvelle école. Et c'est, on m'a demandé de prendre les présences, mais je sais pas qu'est-ce que je fais avec ce papier-là. Faut-tu que j'envoie un élève au secrétariat? Faut-tu que je le mette dans la porte? Faut-tu que je complète de quoi sur l'ordinateur? Puis après, après la suppléance, je fais quoi? Je vais-tu comme laisser un rapport? Le rapport, le laisse-tu sur le bureau? Je l'amène-tu au local des profs? Le local des enseignants, je sais pas, il est où? Le secrétariat? On est comme venu me raccompagner à la classe parce que j'avais aucune connaissance de l'école. Là, il faut que je retourne au secrétariat. Je sais pas, il est où le secrétariat? Fait que non, c'est vraiment, des fois, arriver dans une nouvelle école, c'est complètement perdant. Faut essayer de se retrouver. C'est pas tout le temps évident. Moi, je me rappelle vraiment de ma première suppléance. C'est décembre 2013. On vient de finir nos derniers cours à l'université. Tu sais, je m'en vais en stage 4 à l'hiver. Puis là, je me fais appeler parce que, fruit de circonstances, je connais le directeur dans telle école primaire, puis il veut me donner ma chance. Puis c'est cool. Puis bon, il m'appelle la veille en me disant, hey, demain, j'ai telle enseignante qui est pas là, c'est en déficience intellectuelle légère au primaire, tu veux-tu venir passer la journée? Puis, oui, ça me tente, puis je veux travailler, puis j'ai hâte d'enseigner, ça va être le fun. Et on est dans le temps de Noël, et je sais pas si ce mode-là existe encore, mais les lutins là, qui font des farces, là, qui mettent le bordel, c'était le bordel quand je suis rentré dans la classe. On aurait dit qu'un ouragan venait de passer, des bureaux, des papiers de toilette partout qui étaient renversés. C'était le chaos. Il y a au moins, comme elle m'avait mis des temps, elle dit, t'as au moins une bonne demi-heure à ranger avec les élèves. La classe. Quoi? Les élèves, ils capotaient eux-mêmes. Là. Ça a été une drôle de journée, je vais dire comme ça. Ça m'a marqué quand même. Première suppléance, là, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais... Ça va être marqué. C'est ça. Hey, Laurent, oui. C'est quoi les chiffres de la précarité? On voit souvent ça, c'est pas facile des jeunes enseignants. Avant même que je te donne les statistiques, je pense qu'il faudrait peut-être définir qu'est-ce que la précarité. Effectivement. Donc, c'est peut-être juste l'absence de permanence, le fait qu'on n'a pas un lien d'emploi, si on peut dire, fort avec une commission scolaire, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, ça se peut qu'on ne travaille pas, ça se peut qu'on soit changé d'école. Est-ce que c'est purement salarial? Est-ce que c'est ça la précarité? Est-ce que c'est juste une question de salaire finalement? Je ne pense pas. Oui, c'est ça. Non, on peut être précaire avec l'échelon le plus élevé salarial. Oui, je pense que Kathleen en est un exemple. Moi, j'ai été précaire pendant 2 ou 3 ans au top de l'échelle salariale. OK. Fait que concrètement, c'est combien d'années de précarité, ça? J'ai été 12 ans dans la commission scolaire avant de pouvoir choisir un poste. Wow. Alors, je vais vous donner les statistiques. Alors, au Québec, ça, c'est des chiffres de mémoire de 2014 que j'ai consulté tantôt. Il y a 90 000 enseignants en tout au Québec. De ceux-là, il y en a 55 000 qui sont permanents.
Il y en a 20 000 qui sont non permanents, c'est-à-dire qui travaillent année après année, mais sous contrat. Et il y en a 16 000 qui sont surnuméraires ou suppléants. Donc, c'est-à-dire qu'ils commencent l'année avec rien et c'est possible qu'ils fassent de la suppléance à la journée par la suite. Et ensuite, la précarité a beaucoup de conséquences. On parle des fois du décrochage des nouveaux enseignants. Eh bien, encore des mêmes années. Là, en fait, ça s'était fait sur à peu près une dizaine d'années, de 92 à 2011. L'étude est sortie en 2014, qu'après un an, il y a 25% des enseignants qui vont quitter la profession et après 5 ans, il y en a à peu près 50% qui vont quitter la profession. Puis sans parler aussi de tous ceux qui ont décroché à l'université entre-temps aussi. Là. Oui. Je disais, nous autres, Oui. quand on était là, il me semble que on a parti vraiment beaucoup en univers social. Puis à la fin, on était quoi? Une dizaine peut-être? Oui, mais je me rappelle, j'avais fait vraiment le calcul, on avait fait la liste à l'université, donc la liste de tous ceux qui avaient commencé avec nous, c'est-à-dire au bac en enseignement, au secondaire, profil histoire-géographie, univers social, là. Et de tous ceux-là, ceux qui avaient complété en 4 ans, et ceux qui avaient complété en 4 ans, on était peut-être 50%. Et si on rajoutait ceux qui étaient, par exemple, qui avaient complété en 5 ans, qui avaient retardé leur parcours, on montait à 60-70%, juste pour dire qu'il y a au moins un tiers des étudiants qui avaient quitté la profession dans leur parcours universitaire. Mais c'est complexe aussi de... Si tu échoues un cours, souvent ce cours-là n'est pas redonné à une autre session que celle-là. Moi, j'ai commencé mon bac en enseignement de l'anglais, langue seconde, à l'UQAM. Okay. Puis je suis partie à Chicoutimi après faire en enseignement du français, langue maternelle. J'ai réussi à me faire créditer 8 cours sur 11 que j'avais suivis. Donc, j'avais comme 2 cours déficitaires si je voulais reprendre. Et j'ai réussi à le faire, mais j'ai des sessions où j'avais 4 cours et 2 stages. Okay. Ça commence à être un peu compliqué. J'avais 40 jours de stage à faire et 4 cours. J'ai fait, mais c'était pas facile. C'est un casse-tête, ça, là. Oui. Puis ensuite, les conséquences de la précarité, il n'y a pas nécessairement de statistiques là-dessus, mais on peut parler d'un retard dans les projets de vie si pendant des années, tu es précaire, c'est-à-dire que tu ne sais pas, l'année d'après, tu vas faire combien d'argent, où est-ce que tu vas travailler, avec quels élèves tu vas travailler. C'est sûr que si tu veux avoir une famille, les enfants... maison. Les enfants, tu peux je veux pas les promener d'un endroit à l'autre. La maison, arriver d'avant de barre, parce que ça a été une de mes expériences personnelles, rencontrer un conseiller hypothécaire et se faire dire, monsieur, on peut vous prêter pour 120 000 Je fais, on va laisser faire, 120 000 il n'y a pas beaucoup de maisons qui se vendent à ça. Je dis, ouais, mais tu sais, c'est que oui, vous faites beaucoup d'argent dans une année, mais vous n'avez aucune garantie que vous allez faire autant d'argent l'an prochain, ni l'année d'après. Bon, là, faut essayer d'argumenter quoi que ce soit, mais c'est compliqué finalement pour commencer. C'est pas comme un emploi où, parfait, on te garantit toute cette première année, tu vas faire ce salaire-là, puis tu vas faire le même salaire l'année d'après, puis ça va progresser. En enseignement, oui, le salaire va progresser d'une année à l'autre, mais tu n'es pas assuré d'avoir une tâche à 100%, de travailler à temps plein. Moi, en étant bien placée sur la liste, je pouvais choisir quand même des bons pourcentages, mais c'était la distance entre ma maison et l'école où j'enseignais qui était... Moi, je regardais jamais l'école, je regardais le pourcentage de tâches. Oui, je comprends. Fait que j'allais au pourcentage. S'il fallait que j'aille à Farnham, je m'en allais à Farnham. Voilà. Et c'est tout. Moi, j'habite à Granby, puis j'essayais de rester là, mais si c'était pas possible, je m'exportais un peu au bord de la c'est sûr que dans ma précarité, c'est un choix de, où est-ce que je m'en vais vivre? Et j'ai décidé d'aller vivre pas proche d'une école en particulier, mais plutôt au centre de plusieurs commissions scolaires, plusieurs écoles secondaires, en me disant, si jamais j'ai plus d'emploi là où je suis, je vais pouvoir me relancer dans une autre commission scolaire et je vais être comme au centre de tout ça. Oui, effectivement, ma conjointe et moi, on vient de s'acheter une maison, puis elle aussi est enseignante, puis on s'est dit, où c'est qu'on s'installe? Il y a plusieurs villes dans notre commission scolaire, puis c'est quoi le centre? Puis on a trouvé un endroit que je pense qu'on est à peu près au centre de pouvoir aller, disons, à Bromont, aller à Farnham, aller à Waterloo, aller un peu partout. Puis elle est au primaire en plus, donc le réseau est encore plus grand au primaire. Fait que c'est un choix économique, stratégique, il y a beaucoup de variables. Puis on n'est pas prêt d'être tout de suite permanent, ça c'est sûr et certain, là. Mais c'est toute une épopée, juste où est-ce que tu veux aller vivre, comment tu veux t'installer dans la vie, c'est quoi tes projets à long terme. Parce que financièrement,
disons, on fait un petit calcul logique et facile. Là. Disons, je suis à l'échelon 5, ça me fait 50 000 mettons, à l'échelon 5. Mais tu y touches pas. Mais c'est ça, mais en ce moment, je suis à 80 Mhm. donc on fait un calcul rapide, ça me fait 40 000, moins tout ce que le gouvernement va m'enlever, les syndicats, etc., etc. Je suis dans une petite école, je fais pas beaucoup de suppléances, même en étant précaire, il y a plusieurs précaires qui sont ont plus faible pourcentage que moi. Ça fait que mon salaire brut à la fin de l'année, mais Surtout même là où final- on est en enseignement, tu sais, le salaire brut, il faut payer les impôts nécessairement comme tout le monde, le syndicat, les assurances, toutes les déductions. Puis c'est pour ça, des fois, quand je parle à des gens, je leur dis « Hey, un suppléant, tu sais, ça fait tel montant. » Ah ouais, un suppléant, on peut dire une journée de suppléance, actuellement en 2018, c'est 200 brut. dans tes poches, il Puis ils disent, revient. ah, tu fais 200 par journée. Non, il n'y a jamais 200 dans mes pièces après une journée de suppléance de 1. Et c'est sûr que si tu fais 200 fois 5 jours par semaine, fois 52 semaines dans une année, c'est un faux calcul. Parce que de la suppléance, tu n'en feras pas tous les jours. Tu ne feras pas une journée complète de suppléance à chaque jour. Tu n'en feras pas une semaine complète. Et bien, tout ce qui est il y a 2 mois pendant l'été, non, c'est pas possible de faire suppléance. Il y a 2 semaines à Noël, non, il n'y a pas de suppléance. Il y a une semaine de relâche, il n'y a pas de suppléance. Il y a tout plein de journées pédagogiques, il y a tout plein de congés fériés où pas de suppléance. Donc, ça limite finalement... Des suppléances viennent de disparaître. Oui, voilà, exactement. Donc, en effet, à une journée où tu vas, oh, j'ai fait vraiment beaucoup d'argent, mais cet argent-là, tu ne sais pas quand est-ce qu'il revient. C'est ça le problème de la précarité et de la suppléance. Voilà, tu te sens riche une journée de temps. Et faites attention parce que moi, la dernière suppléance que j'ai faite alors que j'étais précaire, j'étais assez haut dans les échelons. J'ai changé de braquette de salaire Ah oui, avec ce petit montant-là. Cette suppléance-là m'a coûté 2 $. Alors j'ai arrêté de faire des suppléances à ce moment-là. Wow, ok, d'accord. Ouais, ça, c'est génial. Mais avec tout ça, ce qui est intéressant à parler aussi, c'est l'épopée du chômage. Parce que pour plusieurs d'entre nous, combien? 40 000, c'est ça? En tout, on peut dire que, oui, environ 40 000 personnes qui sont non permanentes ouais. ou qui n'ont pas de poste. Donc, voilà. Donc, C'est l'épopée du chômage qui L'épopée commence du chômage. à l'été. Puis ça, c'est toute une affaire. M. Trudeau avait promis d'arranger ça pour les enseignants, que ça allait être plus simple. Et à date, je ne considère pas que c'est plus simple. Mais grosso modo, comment que ça fonctionne? Ma première fois que j'ai demandé du chômage l'été, mais tu sais, je rappelle que j'avais une job que j'ai lâchée au mois de février, disons. Puis là, on me dit, hey, une minute papillon, ça veut pas dire que tu vas avoir du chômage, là. Comment ça? Ben, j'ai une job, mon contrat va terminer. Non, c'est parce que ça me fonctionne aussi en lien avec ta région. Puis le taux de plein emploi qui s'exerce dans ta région. Donc ça, il y a comme un nombre d'heures prescrits selon chaque région, que disons, à Granby, à l'époque, je ne sais pas, c'était 700 ou 800 heures qu'il fallait avoir fait dans un emploi au moment que tu l'as lâché l'autre. Donc là, c'était calculé, hey, j'arrive-tu, puis j'étais arrivé bien flush à la fin de l'année, que j'ai pu avoir accès au chômage, mais toute l'histoire du chômage, je sais pas si tu as eu des mauvaises expériences. Ben, moi, avec j'ai le chômage, ils me l'ont repris une année au complet parce que c'est dans les moments où ils ont changé la politique. Parce qu'avant, quand on se plaçait en juillet, on avait quand même droit au chômage. Puis ils ont changé la politique. Puis eux autres, ils changent les politiques. Puis c'est rétroactif. Fait qu'ils vont aller rechercher dans tes poches. Donc, à mon rapport d'impôt de l'année suivante, j'ai dû rembourser tout le chômage que j'avais gagné. Sérieuse? Puis depuis ce temps-là, ben, moi, je me place toujours en juillet. Parce que je me plaçais toujours en juillet parce que j'étais assez bien placée dans la liste. Mais j'avais jamais de chômage. Mais c'est ça, moi j'avais un bon salaire. Mais quelqu'un qui se place au mois de juillet, qui gagne 40 000, qui a gagné 40 000, bien, son petit... Parce qu'il faut expliquer notre salaire est étalé sur 52 semaines. Donc, les précaires, à la dernière paye de l'année scolaire, ils ont l'équivalent de leur paye d'été. Ils ont un gros montant. Gros montant, ça varie, ça dépend du pourcentage de tâches, ça dépend de l'échelon. Mais ils doivent vivre, s'ils n'ont pas de chômage, ils doivent vivre avec ce gros montant-là pour 2 mois. Et des fois, c'est difficile. Puis même avec le chômage, des fois, le chômage arrive, puis on a déjà recommencé l'année scolaire suivante. Parce que le temps de traiter les dossiers, puis tout ça,
On a recommencé à travailler, puis là, hop, le chômage arrive. Donc, des fois, c'est une aberration un peu, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, la première paye de l'année suivante pour les enseignants à statut précaire, ils ne sont pas obligés de nous payer à la première paye. C'est les gens qui sont justement à statut précaire qui ont le plus besoin de cet argent-là. Puis des fois, ils sont placés depuis le mois de juillet. Ça fait 2 mois que la commission scolaire sait qu'ils ont un emploi à tel endroit, à tel pourcentage, puis ils n'ont pas trouvé le moyen de préparer leur chèque cette de année, paye. Je pense qu'on a eu 3e semaine de septembre, la première paye. Non, c'est ça. Quand ta dernière paye, tu l'as eu 20 juin, là, à un moment donné. Pratiquement un mois plus tard, après la rentrée. Non, c'est ça. Moi, le chômage, la difficulté que j'ai eue, mais justement, mes premiers étés, j'avais encore un emploi. Donc là, je dis, si je quitte mes 2 emplois pour profiter de pleinement l'été, non. Fait que finalement, j'ai aucune vacance parce qu'on m'oblige à garder mon emploi. Parce que de toute façon, si je démissionne, je ne serai pas admissible au chômage. Donc, je gardais tout un emploi. Tu sais. Et les derniers étés, j'ai dit, je vais avoir un emploi saisonnier à temps partiel. Et j'ai réalisé que le chômage, au moins, m'encourageait à continuer à travailler à temps partiel, selon le calcul et tout. Mais là, après, ce qui est compliqué, c'est à toutes les semaines, il faut aller sur l'ordinateur pour dire combien d'heures j'ai travaillé, c'est quoi le salaire que j'ai fait dans ma semaine. Je suis en pleine recherche d'emploi. Oui, c'est ça. Je cherche un emploi d'enseignant le 14 juillet, oui. Mais c'est ça. C'est compliqué justement de devoir justifier ou de devoir dire si j'ai eu un petit montant d'argent, il faut que le justifier, l'expliquer ça aussi. Fait que non, il y a beaucoup de surveillance. Je comprends que le gouvernement doit surveiller toutes ces choses-là, mais à un moment donné, on dirait qu'il n'y a comme pas une reconnaissance nécessairement que les enseignants vivent cette situation-là de manière régulière. Ouais. Moi, j'ai déjà eu le feeling dans les premières fois que je demandais du chômage, quasiment me sentir comme un voleur des fonds de l'État. Mais là, pourquoi vous ne cherchez pas un emploi? J'en cherche un, je suis prof. Les profs ne s'enseignent pas l'été. Oui, mais je suis précaire, là. Finalement, tu sais, j'avais réussi à faire comprendre à madame, mais on dirait que le feeling que j'ai eu, c'est que certains employés de l'État ont fait une très bonne job au niveau quand il faut que tu t'appelles. Des fois, c'est super bien, mais des fois, ils comprennent absolument pas c'est quoi la réalité des enseignants. Parce que Il devrait avoir une case. Je suis enseignant, puis ça devrait pas être plus dur que ça. Vous pouvez m'offrir un emploi pendant seulement 1 mois et demi. Au même salaire que j'ai. Je vais être travailler 50 jours pour 50 000 $ par année, s'il vous plaît. Là. Non, c'est ça, c'est impossible. Il n'y aurait pas quelque chose pour répondre à cette offre-là. Je ne vais pas dans un cadre. Mais sinon, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qui cause la précarité? Effectivement, c'est quoi? C'est pas clair parce que, tu sais, des fois, là, tu te dis, voyons, il y a de l'emploi, il y aurait moyen de créer un poste. Puis, parce qu'on est en pénurie là, d'enseignants. On est ça en pas guillemets. De sens, là. Puis des enseignants à statut précaire. Il y a une année, dans une autre école où j'enseignais, plus que 50% des professeurs du français étaient précaires. OK. Et là, ça se peut pas que plus que 50%. Là, après ça, on a analysé. Il y avait de l'enseignement à ressources, il y avait de l'allègement de tâches, il y avait tout ça. Mais c'est difficile de comprendre pourquoi ils nous gardent dans un état de précarité comme ça longtemps. C'est sûr que pour eux, ça leur ils ne sont pas obligés de nous garantir un emploi l'année suivante, mais en même temps, ils auront besoin de nous encore. Non, c'est ça. C'est toujours une question de financement. On dirait que pourquoi on était dans une école, tu as 2 enseignants justement de français qui sont ni l'un ni l'autre à 100%. Ils auraient pu, je sais pas, faire un 100%, un poste, félicitations, tu as un poste, puis l'autre, la personne reste précaire, mais au moins il va pouvoir prendre toute la suppléance qui va rester. Puis il y a différentes raisons à la précarité. Là, je l'ai analysé dans les dernières années et je réalise que des fois, oui, il y a une pénurie d'emploi, mais seulement au primaire, par exemple, seulement en adaptation scolaire. Et tu prends d'autres champs comme l'éducation physique, la personne qui étudie pour travailler en éducation physique, sa liste de priorités d'emploi, c'est-à-dire qu'est-ce qui te mène vers un poste, la liste est très longue parce qu'il y a peu de postes, mais beaucoup de personnes qui ont gradué là-dedans. Donc, ces gens-là, par exemple, vont devoir travailler dans un autre domaine. Pas un autre domaine, mais un autre champ d'enseignement. Donc, félicitations, prof d'éducation physique, tu as étudié 4 ans, tu vas devenir professeur d'anglais. Aucune qualification là-dedans, ou professeur d'adaptation scolaire. Aucune qualification là-dedans, mais il y a des besoins. Donc, des fois, c'est les besoins qui sont mal répartis ou tout simplement, des fois, donc, les listes qui sont longues, mais des fois, les listes sont très courtes. Et les enseignants vont rester précaires. Je connais une enseignante qui enseigne la danse et elle est précaire depuis 14 ans, tout simplement parce qu'il n'y a pas de besoin à 100% dans une école. Donc,
une prof à temps plein dans l'école de danse, on n'en a pas besoin. Ou comme la commission scolaire où on travaille, je crois qu'il y a 3 ou 4 enseignants d'espagnol. Mais il y a 3 écoles, je crois, qui enseignent l'espagnol, mais il n'y a aucune de ces 3 écoles-là qui a besoin d'un enseignant d'espagnol à temps plein. Donc, ces 3 enseignantes-là sont faites d'une certaine façon qui vont rester pour le restant de leur carrière précaire, aucune permanence. Et voilà, c'est ça la problématique. Je dirais qu'on est rendu au bout de la question rock and roll. Est-ce que l'austérité libérale a contribué à la précarité en enseignement? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que de couper les budgets puis de restreindre tout, ça a créé aussi l'urgence de mettre le moins de postes possible pour que chaque période soit valorisée le plus possible puis qu'il n'y ait rien qui soit dépensé, ben, même pas inutilement, mais rien soit dépensé de façon permanente. C'est vraiment... Des fois, tu vois des choses que... Moi, j'ai un poste. J'ai la chance, enfin, d'avoir un poste. Je peux maintenant planifier ma retraite. Je suis pas permanente, là. Je suis en voie de devenir permanente. C'est la 2e année où je suis à ce poste-là et je dois encore finir mon année, survivre à cette année-là. Et je dois faire une journée à ma 3e année. Tu pourrais tomber en surplus école. Je pourrais perdre mon poste pourrait être fermé, je pourrais être en non-réengagement. Puis à ce moment-là, je retournerais sur la liste, faire mon petit bonhomme de chemin. Puis il faudrait que j'attende qu'il y ait un autre poste qui se libère pour faire ma journée qui me manquerait. Parce que juste pour expliquer, là, c'est pas tout le monde qui nous écoute que c'est des profs. Là. On va essayer de faire un petit résumé. Là. Grosso modo, tu quittes l'école, tu essaies d'avoir 2 contrats qui sont suivis, qui complètent 180 jours. Je veux dire, en quittant l'université, ouais, c'est ça. C'est ça, en quittant l'université, 2 contrats qui complètent 180 jours. À ce moment-là... Avec une bonne évaluation. Oui, ça c'est important, s'il vous plaît. Après ça, il faut que tu tombes sur la liste de permanence, de la liste de priorité, merci. Donc, sur la liste de priorité, tu peux être premier comme tu peux être 60e, tout dépendant du champ. Après ça, tu attends qu'il y ait des retraites, des postes qui se créent, tu fais ton petit bonhomme de chemin pendant 18 ans comme Kathleen. À un moment donné, tu tombes premier, il y a un poste qui se crée. Tu le prends. Yeah! Champagne! Et là maintenant, il faut que ce poste-là subsiste pendant 2 ans et 1 jour. Donc, la première année, ça a bien été. L'année dernière, quand les surplus écoles et non-réengagements sont sortis, j'ai eu une petite crainte. Finalement, j'étais correcte. Et là, ce sera cette année encore la même chose. Il me reste à survivre au surplus école et non-réengagement de cette année. Puis, si je survis à ça encore, je serai officiellement permanente. Alors, je ne serai plus de votre groupe de précaires. C'est fini. Je vais pouvoir vous juger. Toi, Laurent... Pour répondre à la question rock'n'roll. L'austérité libérale. Enfin, il y a eu le projet il y a quelques années de on va réduire le nombre d'élèves par classe parce qu'on réalise que si on réduit le nombre d'élèves par classe, les enseignants vont pouvoir mieux se consacrer à l'enseignement et non à la gestion de classe. Puis l'austérité libérale avait dit non, on a fait une étude sur 6 mois de ce projet pilote et on constate que non, c'est pas en réduisant les élèves par classe que la réussite scolaire augmente. Mais c'est sûr que si tu réduis 2 élèves, mettons de 36 à 34, non, c'est sûr que ta réussite scolaire ne va pas augmenter. Puis on dit, on va augmenter le nombre d'élèves par classe. Donc c'est sûr que si tu augmentes le nombre d'élèves par classe, ça fait moins de classes, donc plus d'enseignants précaires. Donc à ce sens-là, il y a moins de besoin de postes, donc plus de gens qui attendent encore sur les listes de priorité. Et aussi, historiquement, il y a toujours eu des enseignants qui étaient libérés de leurs tâches pour différents projets, de l'enseignement ressources ou des projets écoles qui prenaient beaucoup. Et donc, si tu coupes ces budgets-là, nécessairement, tu coupes dans tes besoins d'enseignants. Et nécessairement, il y a plus de précarité qui se crée. Je ne pense pas que ce soit uniquement l'austérité libérale qui fait en sorte qu'il y ait de la précarité. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait qu'il y a certaines ressources qui sont mal placées. Je vois certaines commissions scolaires qui embauchent comme ça se peut pas parce qu'il y a des booms démographiques. Si tu vas en Outaouais, dans certains domaines, tu vas avoir ta permanence demain. Alors que justement, si tu vas dans d'autres régions où la démographie est en baisse, ta permanence, tu peux être patient. Tu peux comme à l'avoir. Saint-Hyacinthe, je pense qu'on est en construire 2 ou 3 écoles là, en ce moment. Là. Une secondaire qui prévoit une primaire. Ça bouge pas mal parce qu'effectivement, il y a un boom. Ça aide beaucoup. Mais là, j'ai une deuxième question rock'n'roll.
Croyez-vous que les mesures de la CAQ pour augmenter le salaire des nouveaux enseignants, on a un peu évoqué la semaine passée, va aider à ce que les enseignants restent, les enseignants précaires restent? Bon, ben, s'il reste, la théorie, j'en avais parlé avec certains collègues, on disait, la CAQ veut enlever les 6 premiers échelons, comme ça, on commençait à l'échelon 6. Moi, premièrement, je suis à l'échelon 6 en ce moment, donc est-ce qu'on va me monter de 6 échelons ou je stagne? Fait que là, je me dis, bon, ben, tous les nouveaux enseignants vont avoir le même salaire que moi, qui est là depuis environ 5 ans. Donc, ouais. Donc, est-ce que ça va aider à ce que les enseignants précaires restent? Peut-être que oui, d'une certaine façon, parce qu'on dit que le premier échelon, on ne va jamais y toucher vraiment parce qu'on est précaire. On fait un peu de suppléance par-ci par-là, on n'a pas de contrat. Donc, même si on nous promet 40 45 000 $, c'est sûr qu'on ne touchera pas à ce salaire-là parce qu'on ne travaille pas à temps plein. Donc, peut-être que s'ils commencent à un échelon supérieur, mais ça va les aider à dire, bon, je ne fais pas beaucoup d'heures, mais au moins j'ai un excellent salaire. Mais je ne crois pas que c'est le salaire qui fait en sorte que les enseignants précaires vont rester nécessairement dans la profession, qu'il va réduire le décrochage d'enseignement, mais plutôt des meilleures conditions de travail. Je suis d'accord avec toi parce qu'on va s'entendre, un précaire qui arrive, il ne ramasse pas la crème de la crème des élèves. Là. Moi, des élèves qui ont mis le feu, des élèves qui se sont battus, j'ai eu un coup de poing d'en face une année, des scènes étranges et dangereuses. J'ai vécu dangereusement, là, et puis je suis précaire, c'était mon sort, c'était à moi que ça allait. Puis si je voulais travailler, si je voulais nourrir mon enfant, être capable de l'envoyer à l'école, puis avec du linge, puis tout, bien, il fallait que je travaille. Il fallait que je prenne ces tâches-là. J'ai eu des menaces de mort, j'ai tout eu, là. J'en ai vécu de toutes les sortes. Cette année, mes élèves sont fins, sont merveilleux, sont gentils. Je n'y crois pas encore. Un jour, je vais y croire, mais pour le moment, c'est pas clair encore. Là. Mais j'en ai vécu beaucoup des choses atroces, puis j'étais précaire. Puis souvent, j'avais le sentiment qu'on ne me défendait pas à la mesure où on aurait pu me défendre aussi. Parce que des fois, j'avais l'impression d'être du sous-personnel. C'était pas très grave. Les bons groupes sont pour d'autres personnes. Les bons groupes sont pour d'autres personnes. T'sais. Puis les professeurs qui ont pourtant 20, 30 ans de carrière, là, amenez-moi-en des élèves difficiles. Je vais les en prendre, puis ça me dérange pas. Je suis prête, je suis ferrée. Mais un enseignant qui a 20-25 ans de carrière est techniquement plus à l'aise avec un groupe difficile qu'un enseignant qui commence. Ça devrait donc être l'inverse. Puis c'est pas ce qui se produit. T'as-tu songé souvent à lâcher tout ça? Tu sais, dans les années difficiles de précarité, t'as-tu déjà fait comme là, ça marche pas, je suis tanné, on lâche tout ça? C'est arrivé que je pense à quitter l'enseignement. Le problème, c'est que dans mon cœur, j'aime tellement ça enseigner que malgré le fait que des fois c'était difficile, je trouvais pas ce que je pourrais faire d'autre. Maintenant, je suis une très bonne enseignante, je pense. Là. En tout cas, moi, je me trouve vraiment hot. Mais, mais maintenant... En toute modestie. Oui, mais je sais que quand j'ai commencé, j'étais pas si bonne je t'ai déjà vu aller, t'es très très bonne, Catherine. Ah, merci, t'es fin. Tu m'inspires. Mais c'est probablement aussi ces expériences-là qui ont forgé ce que je suis devenue comme prof. Puis si je l'avais eu toujours facile, je serais pas devenue comme ça. Mais en même temps, c'est la même chose. Ça devrait avoir un juste retour des choses. Là, que la précarité, tu dirais-tu que c'est un mal pour un bien, quelque part? Pour devenir un enseignant? Ben, c'est sûr qu'il y a des enseignants qui n'ont pas subi la suppléance. T'sais, ils sont sortis de l'université au bon moment et ils sont allés dans la commission scolaire en disant ben, bonjour, on a 2 postes, lequel tu veux. Et peut-être qu'il y a une réalité différente entre ces enseignants-là qui ont eu, je veux dire, tout cul dans le bec et d'autres qui ont vécu, ça peut dire, des années difficiles de suppléance. J'aurais tendance à dire que c'est comme une paire de souliers. Là. Moi, la mienne est cassée, puis elle est confortable, puis je suis capable d'aller dans n'importe quel terrain accidenté avec parce que je suis prête, je l'ai vécu, puis je suis capable de le revivre encore. Puis je suis capable d'aider maintenant des gens qui ont besoin d'aide. Oui. Ben, c'est peut-être le rôle parfois des enseignants plus d'expérience, d'être des bons mentors, d'accompagner pour pas que justement les suppléants ils font comme ben, moi c'était la dernière suppléance de ma carrière, moi c'est fini, je veux plus faire ça. Parce que moi je l'ai vécu dans ma première ou deuxième même année de carrière. Là, je me dis la première année, c'est correct, je vais juste faire de la suppléance. J'assumais, là, j'aurai pas de contrat, faut
que je fasse ma place, mais quand à un moment donné, tu commences l'automne, tu n'as pas de travail. La 3e année, pas de travail à l'automne, ben, tu te dis, mais en ce moment, mon emploi du temps, c'est me lever le matin pour quêter du travail, pour me lever, me réveiller en espérant que le téléphone sonne. Tu sais, comme un peu les débardeurs dans les années 30 qui se présentaient au port de Montréal puis qui disaient « Hey boss, y a-tu de la job aujourd'hui? » « Non, il n'y a pas de job. Bon, ben je vais revenir demain. » Et je me disais « Mais je trouve ça loser. 4 ans d'université vraiment pour ça. loser, pour un salaire de misère, des conditions atroces, 4 ans d'université pour ça. » Fait que là, je me disais « Mais il y a du monde qui s'embête vraiment moins puis qui ont un job stable. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour les prochaines années? » C'est sûr que ça commence à se stabiliser un petit peu, cette précarité-là, mais quel passage en enfer pour finalement avoir un job qu'on se dit, ben justement, on est devenu bon, j'ai fait 4 ans d'université, maintenant je me trouve un bon enseignant, puis comme tu dis, je ne me vois pas faire autre chose. Puis je me dis, ben pour moi, quitter la profession, faire partie des statistiques de ceux qui décrochent, ça serait un peu comme trahir mes idéaux, évidemment avoir un autre job. Puis, l'orgueil embarque aussi. Trouver un autre emploi plus stable, tu sais, mais que je regretterais tout le temps de bon, j'aurais dû rester en enseignement parce que c'est ça ma passion finalement. Voilà. Kathleen, on va terminer sur la prochaine question que je vais te poser. Puis je ne la poserai pas à Laurent, parce que je vais te la poser à toi parce que tu as beaucoup d'expérience derrière la cravate. Tu as des souliers pas mal maganés. On commence à avoir des trous en dessous. Quel conseil, pour terminer, tu donnerais à des enseignants précaires ou ceux qui s'apprêtent à rentrer prochainement là, en enseignement? Là, quel conseil tu donnerais pour passer à travers la précarité ou en général? Ben, j'en donnerais 2. Restez calme, puis pas keep calm, je suis prof de français. Là. Donc, restez calme, respirez, parce que des fois, ça semble énorme ce que vous vivez. Puis, mon 2e conseil se joint à ça. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous guider parce que c'est nécessaire en commençant d'avoir quelqu'un qui va... Des fois, on a la face dans le problème puis on ne sait pas quoi faire avec. On apporte le problème à quelqu'un d'autre puis il va nous trouver une solution assez rapidement. Puis on va faire « Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. » Mais quand on reste avec notre problème tout seul, ça ne fonctionne pas. L'enseignement, ça a l'air d'être un travail qu'on fait tout seul dans notre classe, mais c'est un gros travail d'équipe. Puis c'est en restant en équipe, une équipe forte, qu'on réussit à faire un travail de qualité. Puis je pense que c'est ça qui est nécessaire parce que nos jeunes, même s'ils sont poqués, même si des fois on voudrait les renvoyer chez eux, bien, ils méritent d'avoir un enseignement. Puis c'est justement pour ça qu'on est là. On est là pour leur apprendre quelque chose. Des fois, ils ne veulent pas, mais on est là pour ça quand même. Donc, allez vous chercher une équipe. On est toujours plus fort en équipe. Hey, c'est des super beaux mots pour terminer le podcast. As-tu aimé ton expérience? Ah, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai chaud aux oreilles. Oui, c'est des gros casques d'écouteurs cette semaine. On a monté le budget. Hey, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez continuer à écouter les profs podcasts, on se retrouve actuellement sur Balado Québec. J'ai aussi parti une chaîne YouTube des profs podcasts. Allez suivre, abonnez-vous. Faites des petits pouces en l'air si vous aimez ça. Il y a aussi la page Facebook. J'ai eu des gros problèmes cette semaine. J'ai un peu sacré jusqu'à 1h du matin, mais les problèmes sont réglés sur la page Facebook. Allez aimer, partagez s'il vous plaît. Ça coûte pas cher. Puis si vous connaissez des gens qui pourraient être passionnés par l'enseignement, n'hésitez pas à leur en parler. On n'est pas tout de suite sur Patreon, on n'est pas tout de suite sur iTunes. C'est compliqué un peu. On va attendre d'avoir un peu plus d'épisodes. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Ça fait plaisir. Merci à toi, Marc-André. Oui, ça me fait plaisir. Donc, on rappelle que les profs podcasts sont commencés par Marewa Café, le meilleur café colombien bio-équitable pour nous soutenir pendant l'année scolaire et la précarité. Hey, merci tout le monde.